Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 25 janvier 2022, séance ordinaire. Nous reprenons les travaux entamés ce matin, ce qui nous amène au point 30.07. Madame la Présidente, Oui, Monsieur Norris. pour faire une suggestion, je pense qu'il y a confusion dans les tours de parole parce qu'il y a des gens qui sont intervenus concernant des questions de privilèges, il y a des gens qui sont intervenus concernant le point 6502 et d'autres qui sont intervenus concernant le 30.07. Alors, je vous suggère de refaire les tours de parole. Comme vous avez statué que le 3007 demeure à l'ordre du jour, je pense qu'on devrait avoir un nouveau tableau des prises de parole afin que ça soit clair pour tout le monde. Très bien. Madame Rosset, est-ce que je peux vous entendre sur cette proposition? J'ai pas de problème là-dessus, Madame la Présidente. Très bien. Est-ce que je peux demander à l'équipe technique d'effacer les mains levées, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, nous revenons sur le point 30.07. Merci. Les mains levées qui sont devant moi sont sur le point 30.07. Je rappelle aux élus que le temps de parole maximal sur cet item de l'ordre du jour du Conseil municipal est de 10 minutes. Est-ce que je peux demander à ce que vous me confirmiez que lorsque vous prenez la parole, vous voyez bel et bien le chronomètre devant vous, peut-être juste un hochement de tête des leaders? Est-ce que vous voyez le chronomètre lorsque vous prenez le temps de parole? Non? Oui. Oui, non? Non, c'est pas clair vraiment. OK. Alors, je pose la question simplement parce que je vais être intransigeante sur le temps de parole dans cette rubrique 30.07. Alors, je vous invite à porter une attention très particulière au chronomètre qui s'affichera devant vous. Comme vous voyez, on est à la seconde 10. Voilà. Excellent. Alors, je vous demande de faire preuve de rigueur dans votre temps de parole. Monsieur François Limoges, vous êtes invité à prendre la parole. Oui, Madame la Présidente, sur le 30.07, je vais poser la question préalable appuyée de mon collègue Alex Norris. Monsieur Norris? Oui, alors je soutiens mon collègue Limoges dans cette démarche. D'accord, donc c'est la question préalable? Oui. Vous souhaitez mettre fin au débat? Madame la Présidente. Madame Rossi? Madame la Présidente, vraiment, là, on a eu une discussion ce matin sur le 3007 et de toute évidence, l'administration ne veut pas avoir d'échange sur ce dossier-là. Et on le voit, on vient de voir la stratégie qu'ils ont pris de mettre, de faire effacer le tableau. J'ai acquiescé pour pouvoir avoir une question d'équité au niveau des droits de parole, tout ça. Monsieur Limoges a pesé sur le bouton juste avant que vous terminiez la parole pour annoncer le 3007. Il savait très bien qu'il allait avec le vote préalable. Alors, c'est une stratégie vraiment, là, vraiment, de ne pas vouloir entendre les membres du Conseil sur l'état d'urgence. Vraiment, là, c'est antidémocratique ce qui se passe actuellement. C'est incroyable, Madame la Présidente. Monsieur Norris? Oui, Madame la Présidente, tout conseil, le règlement de régie interne stipule clairement que tout membre du conseil municipal peut poser la question préalable soutenue par un ou une collègue afin de mettre fin au débat. Nous avons eu de longs échanges portant sur cette question. Nous avons eu une séance plénière sur la question. Donc, c'est entièrement conséquent avec les règles de régie interne du conseil municipal, la démarche de mon collègue Limoges. Madame la Présidente, si vous me permettez, les échanges qu'on a eus étaient à l'intérieur d'une plénière avec un temps limité pour la globalité des intervenants. Là, on revient en conseil. Il n'y a pas eu d'échange en conseil sur la plénière. À moins que j'en ai manqué des bouts, là, mais il n'y a pas eu d'échange sur le 3007 en conseil. Alors, venez pas dire qu'il y a eu des échanges, il n'y en a pas eu. Vous essayez de ne pas avoir d'échange sur ce dossier-là, et c'est de toute évidence, là,
C'est ça que vous faites. Madame la Présidente, si vous permettez, comme j'ai mentionné, cette procédure est prévue dans le règlement de régie interne. C'est tout à fait légitime de poser des questions préalables. C'est un mécanisme qui a été utilisé par le passé dans tous les mandats du conseil municipal auquel j'ai participé. Et nous avons eu des échanges par ailleurs après la fin de la séance plénière. Donc, c'est tout à fait légitime de poser la question préalable et de passer au prochain. Merci. Je dois être honnête avec vous, je suis très déçue parce que vous me mettez toutes et tous dans une situation impossible. On n'est pas au hockey. Je ne crois pas qu'il y a de replay, si vous me permettez l'anglicisme, parce que ce que j'aurais souhaité, c'est vérifier à quel moment est-ce que M. François Limoges a levé sa main. Si je souhaitais être réellement juste, c'est le moment où j'aurais été en mesure de déterminer si la main a été levée au moment propice qui permettait à l'ensemble des élus de manifester leur intérêt ou pas de participer aux échanges. Alors, je vais me permettre de suspendre une petite minute ou deux pour voir si j'arrive à trouver une solution à cette impasse. Merci. Merci d'avoir patienté. Alors, on reprend. Alors, pour débuter, je souhaite m'excuser aux Montréalais, aux Montréalaises qui nous suivent aujourd'hui, qui sont davantage intéressés au débat de fond sur les questions qui les importent pour l'avenir de Montréal. Malheureusement, on est retenu par certaines questions de droits et de privilèges, mais les règlements de régie interne le prévoient. Alors, n'ayant pas trouvé d'impasse à cette question, je me dois d'appliquer à la lettre l'article 95 du règlement de régie interne. Puisqu'il n'y a pas de débat sur la question préalable, nous allons devoir procéder avec un vote, à savoir si ce débat arrivera à la fin. J'inviterai les leaders, bien entendu, à procéder à la suite. Madame la Présidente, je m'excuse, j'aurais une question. On vous écoute, Madame Rossi. On vote sur quoi? Sur la question préalable, pour mettre fin au débat qui porte sur le 30.07, mais suite à la question préalable, on reviendra sur le fond de la question 30.07, à savoir si le Conseil prend acte des conclusions du comité plénier. Alors, je répète, je vois quelques interrogations sur certains visages. Dans un premier temps, puisque la question préalable a été soumise par M. François Limoges, appuyé de M. Alex Norris, le conseil municipal est appelé à se prononcer en votant sur la question préalable pour déterminer si il y a fin des échanges sur l'item 30.07. Suite à ce vote, dépendamment de quel côté sera déterminé par les votes, nous revenons sur la question 30.07, mais cette fois-ci sur le fond, à savoir qu'il y a eu présentation lors du comité plénier de 11 heures, présentation et le conseil municipal sera appelé à voter pour prendre acte de ces présentations. Est-ce que c'est clair? Madame la Présidente, je crois avec respect que ce sur quoi nous votons, c'est justement ce constat que la plénière a eu lieu. Et ça, la question préalable. Permettez-moi de vous corriger avec respect, Monsieur Norris, c'est vraiment en deux temps. Question préalable a été soumise, il faut se prononcer sur la question préalable qui vient mettre fin aux échanges. Et dans un deuxième temps, retour sur le fond de l'article 30. L'item 30.07 au conseil municipal. Cette deuxième portion traitera uniquement sur le conseil municipal qui vient prendre acte des présentations qui ont eu lieu à 11 heures dans le cadre du comité plénier. Ce que je dois comprendre qu'après la question préalable, on peut pas avoir d'échange, c'est ça? Exact. Vous m'avez vu essayer de trouver une solution à cette impasse, mais malheureusement, comme je vous le dis, la conclusion est telle qu'on devra procéder conformément à l'article 95. Ah, tout à fait, Madame la Présidente, et je vous en remercie. Votre impartialité est exemplaire, mais de toute évidence, l'administration veut museler le Conseil. Alors voilà. Est-ce que ça sera un vote nominal? Je vous laisse la parole pour que vous puissiez déterminer comment vous voulez procéder pour la suite de ce vote. On demande un vote nominal. Merci. Alors, appuyé par? Monsieur Aref Salem. Très bien, merci Madame Rossi. Appuyé de Monsieur Salem, je demanderai à Monsieur le greffier de procéder au vote nominal pour la question de privilège présentée par Monsieur Limoges et appuyé de Monsieur Norris.
Monsieur Norris? Ben, je souhaitais juste confirmer qu'on vote pour mettre fin au débat. Sur la question de privilège, effectivement. Je laisse monsieur... La question préalable, en fait. La question préalable, pardon, merci pour la correction. Je laisse monsieur le greffier prendre la relève pour le vote nominal. Madame la mairesse. Madame la mairesse. Madame Olivier. Pour. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Madame Bourgeois. J'ai pourtant répondu pour et allumé ma caméra, mais elle est allumée, désolé. Okay. C'est noté, Monsieur Doré, merci. Madame Bourgeois. Pour. Madame Alnéus. Pour. Monsieur Baudry. Pour. Madame Blanco. Pour. Madame Mauger. Pour. Madame Moserol. Pour. Madame Popéanou. Pour. Monsieur Rabouin. Pour. Madame Tullier. Pour. Monsieur Vaillancourt. Pour. Madame Vonanovich. Pour. Monsieur Caldwell. Pour. Madame Hassan Cournol. Pour. Madame Giguère. Pour. Madame Sourias. Pour. Monsieur Norris. Pour. Madame Kazuki Katawa. Pour. Monsieur Limoges. Pour. Madame Lavigne-Lalonde. Pour. Monsieur Lessard-Blais. Monsieur Lessard-Blais. Madame Plourde. Pour. Monsieur Posé. Pour. Madame Tremblay. Pour. Monsieur Downey. Pour. Madame Grondin. Pour. Monsieur Ouellet. Pour. Madame Goulet. Pour. Monsieur McQueen. Pour. Madame Christensen. Pour. Monsieur Normand. Pour. Madame Journeau. Pour. Madame Roy. Pour. Monsieur Salem. Contre. Madame Rossi. Contre. Madame Zuniga Ramos. Contre. Monsieur Langevin. Contre. Madame Valenzuela. Contre. Monsieur Dessouza. En désaccord. Monsieur Sasseville. Totalement contre. Madame Deros. Contre. Madame Black. Contre. Monsieur Sari. Non. Monsieur Hénaud-Ratel. Contre. Monsieur Baisse. Contre. Madame Clément Talbot. Contre. Madame Gentile. Contre. Monsieur Perry. Contre. Monsieur Desbois. Contre. Monsieur Morose. Contre. Monsieur Côté. Contre. Madame Gianou. Contre. Monsieur Rapana. Contre. Monsieur Bissonnette. Non. Monsieur Corville. Non. Madame Nazarian. Contre. Madame Blanchet. Pour. Monsieur Deschamps. Pour. Madame Palestini. Pour. Monsieur Miranda. Contre. Madame Hainaut. Contre. Monsieur Sauvé. Pour. Madame la mairesse. Oui, merci, M. Greffier. Pour.
C'est noté. Monsieur Lessard-Blais. Monsieur Lessard-Blais. Alors, on m'indique que pour la question préalable portant sur l'item 30.07 de l'ordre du jour du Conseil municipal, il y a 38 votes pour et 25 votes contre, ce qui indique que le débat est clos, où les échanges sont terminés sur l'item 30.07. Maintenant, nous pouvons procéder au fond de l'item 30.07, à savoir prendre acte des présentations et conclusions du comité plénier qui s'est tenu à 11 heures aujourd'hui. Alors, je laisse les leaders prendre la relève. Madame la Présidente, si vous me permettez, alors on peut prendre la parole sur le fait qu'on prend acte, c'est ça? Si je comprends bien? Là? C'est en fait pour confirmer si vous souhaitiez un vote sur l'item 30.07 ou bien si c'était adopté tel quel, à savoir que l'adoption porte sur le fait de prendre acte. Ce n'est pas un débat sur quelconque élément qui a été discuté préalablement. Madame la Présidente, si vous permettez, je pense que c'est clair et net que la séance plénière a eu lieu et que nous n'avons pas de choix que de prendre acte du fait que cette plénière a eu lieu. J'arrive à la même conclusion. Madame Rossi, ça vous va? Malheureusement, oui. Très bien, merci. Alors, on note au procès-verbal que le conseil municipal prend acte des travaux du comité plénier qui s'est tenu à 11 heures, ce qui nous permettrait de poursuivre les travaux entamés plus tôt, ce qui nous amenait à l'item 65.02, si je ne m'abuse. Juste un instant. Ouais. Merci. 65.02, alors nous avions entendu l'intervention de la personne qui a présenté la motion, M. Abdelaksari, qui était appuyé de Mme Valenzuela. Alors, il y avait ensuite une intervention de M. Norris, si je me souviens bien, qui avait indiqué de son côté ce qu'il soulignait être l'irrecevabilité de la motion, du sous-amendement, 65.02. Et maintenant, je le rappelle, le débat sur le sous-amendement se tient uniquement entre les leaders et j'étais prête maintenant à entendre Madame Rossi sur l'argument de Monsieur Norris sur la question de recevabilité du sous-amendement de la motion 65.02. Madame Rossi, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour qu'un sous-amendement ne soit pas recevable, il doit dénaturer. Le sous-amendement doit dénaturer complètement la motion initiale, ce qui n'est pas le cas ici. On parle toujours de schéma de couverture, on parle toujours de moratoire, on parle toujours de postes de quartier, de ne pas fusionner de postes de quartier. Donc, on parle toujours, le sujet est toujours le même. On ne dénature en aucun temps la motion initiale dans ce sous-amendement-là. Alors, à mon point de vue, Madame la Présidente, ce sous-amendement est tout à fait recevable. Il n'y a rien qui dénature les propos ou l'intention de la motion initiale. Merci. Madame la Présidente, si vous permettez, l'article 84 du règlement de régie interne stipule qu'un amendement et ça vaut aussi pour un sous-amendement, ne peut aller à l'encontre du principe de la résolution. Or, cette résolution, le titre est très clair, motion demandant le respect d'une décision municipale concernant une consultation publique sur les intégrations des postes de quartier. Alors, c'est ça, la décision municipale qui a été prise lors du dernier mandat, que de décréter un moratoire sur les fermetures de postes de quartier. Cette décision ne concernait pas les autres points qui sont soulevés par mon collègue Sari, à savoir les centres opérationnels et les couvertures de services de sécurité publique en général. C'est beaucoup plus vaste. Ça aurait été une décision municipale qui aurait porté
notamment sur les casernes de pompiers, sur les autres unités opérationnelles du SPVM et même sur les questions de sécurité civile. Donc, si le coordinateur des mesures d'urgence souhaitait créer une unité d'opération à côté d'inondations, par exemple, ça aurait été couvert. C'est extrêmement vaste, beaucoup plus vaste que ce qui a été convenu lors du dernier mandat au conseil municipal. Donc, avec respect pour l'avis de ma collègue Mme Rossi, je pense qu'il est clair que le sous-amendement proposé va à l'encontre du principe et même du titre de la motion en question et n'est donc pas recevable. Merci. Une dernière intervention de votre côté, Mme Rossi, avant que je puisse me prononcer. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je relis le libellé des résolus et je ne vois en aucun cas la généralité dont mon collègue fait mention. On parle de postes de quartier, on parle de schéma de couverture, on parle de suppression de postes de quartier, de centres opérationnels. Quand on parle d'unité spéciale, on parle d'unité spéciale au niveau du sein du SPVM. En aucun temps, il est question du CIM ici. Là. On parle du SPVM. Il n'y a personne qui a parlé du CIM, pas du tout. Ça ne dénature pas la motion, mais pas du tout. C'est vraiment en lien avec ce qui a été dit. Il y a toujours été question de schéma de couverture. Il y a toujours été question de postes de suppression de postes de quartier. C'est toujours ce qui a été question depuis le début, là. Et on demande de mandater la Commission de la sécurité publique de tenir une consultation publique sur le schéma de couverture. Alors, je vois absolument pas en quoi ça dénature la motion, Madame la Présidente, mais vraiment. Merci. Monsieur Norris, ça va aller. Je vais pouvoir aller de l'avant avec vos interventions respectives. J'ai été entièrement informée. Merci beaucoup. Merci aux leaders d'avoir représenté les positions de vos équipes respectives. Alors, pour le bénéfice de tous, je vais reprendre les éléments pertinents de l'article 85 du règlement de régie interne qui stipule un sous-amendement ne peut aller à l'encontre du principe de la motion principale ni de son amendement. Il ne vise qu'à modifier un amendement par le retranchement, l'ajout ou le remplacement de mots. Je vous ramène à la motion principale qui énonçait 5 éléments que j'ai retirés qui nous permettent de comprendre le sujet sur lequel cette motion principale portait. On demandait, et quand je dis on, bien entendu, je parle des personnes qui ont soumis la motion, on demandait, premièrement, c'est une demande qui voulait le respect d'une décision qui concerne la consultation publique sur l'intégration de postes de quartier. D'accord? Alors, sur la base de ces 5 éléments, si je reprends la conclusion qui est souhaitée dans le dernier résolu du sous-amendement présenté par M. Sari, appuyé par Mme Valenzuela, il s'agit ici de demander l'imposition d'un moratoire. Alors déjà, ici, on s'éloigne de la demande d'un respect d'une décision du conseil municipal. On nous demande ici l'imposition d'un moratoire qui porte sur la couverture des services de sécurité publique. Alors déjà, lorsque je vois le terme « des », on parle de plusieurs services de sécurité publique. Alors, il faut comprendre que si on parle de plusieurs services relatifs à la sécurité publique, je dois me poser la question à savoir si on parle de plusieurs premiers répondants, parce qu'on sait qu'en matière de sécurité publique, il n'y a pas que les forces de l'ordre, les forces policières, il y a également le service de sécurité incendie. Parmi les premiers répondants, il y a également, bien entendu, les ambulanciers. Alors déjà, le questionnement me vient à savoir, que veut-on dire par des services de sécurité publique, alors qu'on parlait dans la motion principale de postes de quartier? À cela s'ajoute le fait qu'il est fait mention, oui, d'intégration, de suppression, de fusion, etc., mais non seulement de postes de quartier, mais on vient rajouter ici de centres opérationnels et d'unités spéciales. Alors, avec ma connaissance limitée des forces de l'ordre, des forces policières, je dois me garder une réserve parce que je ne sais pas si
cette formulation implique également des sous-entités, voire des entités qui sont autres à part entière, qui opèrent différemment des postes de quartier. En raison de cette question, je dois mettre un point d'interrogation à savoir s'il s'agit réellement d'un amendement, d'un sous-amendement qui se limite au poste de quartier ou plutôt s'il y aurait une incidence sur des centres opérationnels, des unités spéciales qui sont indépendantes ou parallèles aux travaux effectués dans les postes de quartier. Alors, sur cette base, malheureusement, je ne peux pas considérer qu'il s'agit ici d'un sous-amendement qui porte sur le même sujet que la motion principale parce que en décortiquant très superficiellement ce premier élément, mon constat est le fait qu'il ne s'agit plus ici de demander dans le sous-amendement le respect d'une décision du conseil municipal qui porte sur une consultation publique relative à l'intégration des postes de quartier. Je reprends, j'ai lu ici la demande d'un moratoire sur des services de sécurité publique et d'autres éléments adjacents. Pour cette raison, malheureusement, j'estime que le sous-amendement présenté par M. Sari et appuyé par Mme Valenzuela n'est pas recevable, ce qui me permet de souligner qu'il s'agit d'une belle opportunité pour, dorénavant, porter une attention particulière au libellé des amendements et des sous-amendements pour s'assurer de contraindre le débat au sujet de la motion principale, conformément à l'article 95 du règlement de régie interne, ce qui met fin à cette discussion portant sur le sous-amendement, ce qui nous permettrait de poursuivre avec les échanges portant sur l'amendement, toujours relatif à la motion 65.02. Poursuivons. Est-ce que les mains levées que je vois actuellement sont uniquement relatives à la question de l'amendement proposé par la majorité? S'il y a des mains levées qui ne sont pas relatives à l'article 65.02, l'amendement présenté par la majorité, je vous demanderai de retirer ces mains. Poursuivons, Monsieur Benoît Langevin, vous êtes invité à prendre la parole sur la question de l'amendement. Désolé, ma main est élevée pour le 30.07, mais j'ai pas pu m'exprimer. Désolé. Mes excuses. Poursuivons, Monsieur Alan de Souza. Est-ce que votre intervention porte sur l'amendement proposé à l'article, à l'item 65.02? Vous êtes invité à allumer votre micro, Monsieur de Souza. Oui, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ici dans l'amendement qui était proposé, il fait allusion non seulement à une consultation publique sur le chemin d'aménagement pour d'autres postes du quartier. Et puis, je vous suggère humblement que la question du couverture des schémas de couverture implique la couverture du risque. La couverture du risque fait du sort que on doit tenir compte que comment est-ce que le service de la SPVM peut s'assurer que sur le territoire de l'île de Montréal, soit par voie d'autres, par leur présence, et je ne limite pas juste au PDQ, j'ai aussi les centres opérationnels et toute autre forme qu'il peut faire, qu'il peut s'assurer que les citoyens et les citoyennes de Montréal sont bien protégés avec le déploiement physique ou par les ressources humaines, des autos, des patrouilles ou d'autres, qu'il peut avoir une présence pour battre la criminalité sur notre territoire. Et donc, je prends une approche beaucoup plus élargie, Madame la Présidente, avec les mots qui sont cités dedans, le schéma de la couverture du risque. Ce n'est pas être uniquement limité, Madame la Présidente, au PDQ. Ça tient compte aussi les centres opérationnels qui fait partie de ces efforts pour le schéma de couverture tel que mentionné dans l'amendement de l'administration. Et en conséquence, j'aborde cette question parce que c'est un autre élément nouveau, Madame la Présidente, que je vais amener sur la table, qu'au-delà de les PDQ, et puis moi j'en ai un PDQ sur notre territoire, poste 7, qui en 2007 a été le résultat d'une fusion des les deux postes
qui existaient, les PDQ qui existaient sur le territoire de Saint-Laurent où j'étais maire. À l'époque, le conseil d'arrondissement a tenu compte des bénéfices qui étaient faits, mais on avait aussi tenu compte que la présence de la centre d'opérationnel qui était sur notre territoire au coin de Timmins et Cavendish était aussi un élément important pour nous en termes de l'avoir la présence policière avec un objectif toujours de couvrir les risques inhérents sur notre territoire au-delà de juste la PDQ. Et vous voyez, Madame la Présidente, on ne peut pas prendre une approche restrictive. C'est tout intégré et dans un sens, c'est un tout. Donc, on ne peut pas garder les PDQ juste en isolement. C'est une part de l'ensemble. Et puis, à ce moment-là, Madame la Présidente, je vais mettre ça sur la table pour que l'administration peut confirmer ou nier que j'ai eu écho que l'administration veut fermer ou le service de police a déjà entamé des démarches pour fermer ou de réduire les centres opérationnels sur le territoire de l'île de Montréal. Comme vous savez, Madame la Présidente, il y en a 4. Et dans ces 4, celle qui est sur notre territoire, c'est le centre opérationnel de l'Ouest. Le centre opérationnel de l'Ouest, on a eu utilisant le rapport du SPVM de 2020, a traité 6282 crimes contre les personnes, 11 650 crimes contre la propriété, d'autres crimes 1471. Ils ont donné 82 593 infractions. Ils couvrent un territoire qui passe de Saint-Laurent dans l'Est jusqu'à la pointe, jusqu'à Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue. Ils ont eu plus que 106 000 appels là-bas, Madame la Présidente, et de ces appels, le niveau 1 et niveau 2, il y avait 46 000. Le temps de réponse était 5,49 minutes. Et je vous avoue que c'est énorme. Donc, si effectivement cette fermeture avait été prévue, comme l'autre, que je laisserai l'administration identifier et confirmer, ça représente un impact énorme que en complémentarité avec d'autres mesures pour fermer les PDQ pour avoir un effet significatif. On ne peut pas juste parler de poste du quartier, Madame la Présidente, il faut le garder le tout. Parce que c'est ça comment le SPVM opère. Il opère dans un contexte de couverture du risque sur l'île de Montréal et comment il déploie les ressources allouées à eux par le conseil municipal. Donc, je demande, dans le contexte de cet ensemble, que l'administration justifie, pas uniquement que si effectivement il y aura des effets va faire sentir avec la fermeture de centre opérationnel de l'Ouest, ça va faire sentir à La Salle, ça va faire sentir à La Chine, ça va faire sentir à Saint-Laurent, ça va faire sentir à Kirkland, ça va faire sentir à Dollard-des-Ormeaux, ça va faire sentir à Pierrefonds, ça va faire sentir à Beaconsfield, à Pointe-Claire, à Dorval, à Senneville, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Et toutes ces communautés, Madame la Présidente, risquent d'avoir des effets parce que si effectivement cette centre est fermée, la pression va être sur les PDQ qui sont situés ou qui desservent ces communautés-là. Donc, pour cette raison, c'est illusoire d'y penser qu'on peut juste traiter ce dossier comme un ensemble ou dans une façon très étroite. Et pour cette raison, je demande à l'administration qu'il doit faire toute consultation sur le territoire, sur les communautés desservies par la SPVM avant toute fermeture. On ne peut pas traiter ça dans une façon étroite. Et dans ce sens, Madame la Présidente, c'est pas uniquement une analyse de comment on gère la couverture de risque, mais en même temps, on va retourner où on avait des effectifs comme on a eu dans le passé. On ne va pas avoir plus de policiers, on va être capable de s'assurer qu'on a eu le même nombre avant que les coupures ont commencé. C'est une question de crédibilité, Madame la Présidente. Crédibilité du mairesse et le commandant du police. On ne peut pas avoir deux discours. On a eu déjà la divulgation, Madame la Présidente, où il y avait une admission par le mairesse et les membres du comité exécutif que oui, il y avait eu une présentation des diverses options devant le comité exécutif en mars 2020.
On a eu écho que il y avait une résolution qui était passée demandant un moratoire en décembre 2020. Mais Madame la Présidente, aussitôt que en 2021, nonobstant cette résolution du Conseil, et c'est nous, le Conseil municipal, qui sont les patrons, il y avait continué d'avoir des efforts faits et on a vu tout récemment où il y avait l'admission qu'un comité interne a été mis, les élus ont été sensibilisés, certains élus ont été sensibilisés de ça, donc il y avait une connaissance de ça et tout est sur la guise de on ne sait pas, on n'a jamais entendu ça, il viendra avec une proposition. Madame la Présidente, avec tout le respect, on ne gère pas une kiosque de limonade comme ça. On est le conseil municipal. Et si effectivement la mairesse et l'administration vont donner un mandat à la police de revoir la structure, le fonctionnement, les valeurs, la façon de fonctionnement, le modèle d'affaires de la police, mais il doit avoir le courage de mettre ça sur la table d'une façon claire, avec les balises claires, avec les valeurs qu'on prône, avec les contraintes et des limites. Actuellement, j'invite la mairesse et le chef du police à avoir un café ensemble. Essayez de s'entendre entre eux. On ne peut pas avoir deux chefs, chacun disant qu'est-ce qu'ils disent, comme j'ai entendu sur la radio hier et comme j'entends la mairesse se prononcer. Le jour où nous avons une fossé aussi large entre la mairesse et le chef de police me signifie que all is not well in the kingdom of Denmark. Madame la Présidente, c'est une question de crédibilité. Et je termine, Madame la Présidente, en vous juste dire merci pour vos efforts dans le rôle que vous jouez. Je siège 20 ans sur ce conseil et j'ai vu des présidents et j'apprécie énormément vos efforts, Madame la Présidente, pour faciliter la démocratie au sein de notre conseil. J'apprécie votre rigueur, j'apprécie votre impartialité. Je sais que pas toutes vos décisions vont nous plaire, mais en même temps, je vois que vous passez avec un esprit d'indépendance et d'élargir la démocratie, pas de prendre une notion restrictive. J'ai eu des signes de ça, Madame la Présidente, hier, quand vous avez voulu poser 2 questions de plus du public. 15 secondes. C'est la bonne chose. J'ai vu le signe, Madame la Présidente, quand le ton a monté et vous avez voulu favoriser le débat. J'ai vu le signe sur le dossier du 30.07 où vous avez réalisé que oui, on va avoir une chose. Et la dernière chose. Merci, Monsieur De Souza. Je disais plutôt que je serais intransigeante sur le temps de parole. Je me dois de tenir ma propre parole. Poursuivons avec une intervention de Monsieur Robert Baudry. Vous êtes invité à prendre la parole. Bien, Madame la Présidente. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, comme l'amendement de mon collègue Vaillancourt et dans l'esprit de la motion proposée par mon collègue Sari, je pose la question préalable. Vous êtes appuyé par? Je suis appuyé par Monsieur Norris. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a un préambule qui est donné avant la question préalable? Malheureusement, la question préalable n'est pas ouverte au débat. Non, c'est une question de procédure. Je suis pas certaine d'avoir compris. La demande pour la question est préalable. Est-ce qu'il y a un préambule? Est-ce que ça nullifie la question préalable? Non, il suffit de soulever la question préalable, ce qui permet ensuite d'ouvrir le vote ou le débat sur la question préalable, mais il n'y a pas de débat. Madame la Présidente, je voudrais tout simplement, quand on a changé pour le sous-amendement, vous aviez la liste des gens qui étaient déjà inscrits pour intervenir sur l'amendement de M. Vaillancourt. Et M. Baudry n'était pas au point où il est. Je sais que je parlais avant lui. Je me sens lésé actuellement comme M. Baudry parce que là, avec tous les gens qui s'enlèvent ou pas, je crois que vous deviez avoir la liste des gens qui devaient intervenir dans leur ordre respectif. Merci, Monsieur Miranda. Je vérifie à l'instant sur la capture d'écran que nous avions prise. Merci de le soulever un instant. Merci pour votre patience. Merci, Monsieur Miranda, d'avoir soulevé votre question. Alors,
Sur mes notes et ma capture d'écran, effectivement, j'avais un ordre préétabli. Sur cet ordre-là, j'avais noté que M. Alan de Souza souhaitait intervenir sous le sous-amendement et je lui avais souligné effectivement que le débat se tenait entre les leaders uniquement. M. Salem avait également demandé à être rajouté à la question du sous-amendement et encore une fois, je lui avais demandé, j'avais rappelé qu'il s'agissait uniquement des leaders. Et toutes les autres mains qui apparaissaient à l'écran portaient sur l'amendement. Ça, c'était avant la petite cacophonie qui a suivi par la suite entre les items 30.07, sous-amendement, etc. Alors, sur la liste que j'ai sur mon écran, suite à la capture d'écran, voici l'ordre établi portant sur l'amendement. Je vais demander à ce qu'on retire toutes les mains qui se trouvent présentement devant nous et je vais vous demander de lever vos mains selon l'ordre qui était établi à 11 heures, donc bien avant. Moi, ma photo, elle est prise à 10h55 avant qu'on procède à la poursuite de vos travaux en comité plénier. Alors, les mains sont effacées. Alors, quand je cite votre nom, veuillez lever votre main dans l'ordre établi à 10h55 sur la question de l'amendement. Madame Christine Black. Monsieur Dominic Perry. Monsieur Aref, pas Monsieur Aref Salem, pardon, c'était sur le sous-amendement. Monsieur Luis Miranda. Madame Effie Giannou. Monsieur Sterling Downey. Madame Nancy Blanchet. Monsieur Abdelaksari. Madame la Présidente, moi, mon intervention était sur la motion principale en passant, pas sur le sous-amendement. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez retirer votre main et nous poursuivrons lorsqu'il sera question de la motion principale? Merci. Alors, voici l'ordre qui existait à 10h55 sur la question de l'amendement avant que nous poursuivions à ce moment-là sur la question du comité plénier. Alors, Monsieur Miranda, est-ce que Voilà, merci. Merci à vous. Poursuivons. Madame Christine Black, vous êtes invitée à prendre la parole. Juste un instant, s'il vous plaît. Monsieur Enouratel, est-ce que vous alliez terminer votre commentaire dans les notes? Si vous pouvez juste me faire un hochement de tête ou bien c'était une question de droit de privilège, très bien. Alors, on va poursuivre. Madame Christine Black, je vous invite à prendre parole. Merci. Je voulais simplement valider avec vous, Madame la Présidente, c'est bien sur l'amendement principal, c'est ça? L'échange actuel porte uniquement sur l'amendement présenté par l'administration. Nous reviendrons plus tard sur la motion principale. Alors, si votre intervention portait sur la motion principale, vous êtes invité à intervenir plus tard. Ben, en fait, je vais intervenir tout de suite parce que mon point était principalement au niveau de l'importance des PDQ. On en parlait ce matin amplement, en fait. Est-ce que votre intervention porte sur l'amendement présenté par par l'amendement présenté, permettez-moi juste un instant, de Monsieur Vaillancourt? Oui, absolument. Je peux y aller tout de suite. Absolument. Okay. Juste vous assurer de garder l'échange sur l'amendement présenté par M. Vaillancourt et non pas sur l'entièreté de la motion. Merci. En fait, ça devient un peu mêlant, vous comprendrez. Alors, je vais, en fait, c'est ça. Ben, parce que moi, en fait, ce que je voulais surtout faire, c'est d'intervenir, en fait, surtout sur l'importance des postes de quartier. C'est inclus, en fait, dans l'amendement. Ce sera plutôt bref, en fait, pour mentionner à quel point les postes de quartier font partie du paysage des différents quartiers à Montréal. Et du côté de Montréal-Nord, on avait eu, en fait, une fusion de postes, le 39 et le 40, ça fait déjà plusieurs années de ça, mais cette fusion faisait quand même en sorte que nous gardions notre expertise dans le quartier, c'est-à-dire que le personnel qui faisait partie du poste demeurait, et on le sait, au-delà des bâtiments, comme on l'a dit ce matin, les postes deviennent aussi, c'est des personnes derrière, et ces personnes sont très ancrées dans leur milieu. On les connaît, on les reconnaît, ou que ce soit les policiers ou bien les autres, les sergents ou les agents sociaux communautaires, ils sont vraiment très présents dans le milieu. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui a été
à de nombreuses reprises salué à l'international. Plusieurs s'inspirent de ce qui se passe à Montréal au niveau des postes de police. Et je voudrais que quand je travaillais dans le milieu communautaire, j'étais plus de 14 ans au Centre des jeunes d'Escale comme directrice. Et notre interlocuteur, c'était le poste de quartier. C'était pas le centre opérationnel, c'était pas le quartier général, qui sont souvent beaucoup plus loin de nous, qui sont moins au courant des sensibilités, des subtilités parfois qui se passent dans certains quartiers. Et d'ailleurs, en 2008, suite aux événements qui se sont passés à Montréal-Nord, au décès de Freddy Villanueva et des émeutes qui en ont suivi, dans les mois qui ont suivi, le service de police a d'ailleurs mis en place la présence d'un agent civil qui pouvait justement créer encore plus ces liens avec les communautés. Et de notre côté, à Montréal-Nord, on a une personne actuellement qui fait ces liens, qui fait ses relations avec tout le monde et qui comprend finalement les dynamiques qui évoluent. Un quartier, c'est très vivant. Et pourquoi en fait il est là? Parce que c'est nécessaire justement pour pouvoir garder ce contact serré avec la communauté et faire en sorte que on puisse avoir une lecture très bonne de l'environnement, des particularités de chaque quartier. Puis ça, c'est pas uniquement au niveau de la sécurité publique, par exemple. Ça va être aussi au niveau de la connaissance des rues, des secteurs, des dynamiques, comme je le disais, qui sont propres au quartier, à la mobilité. Donc, le service de police est arrivé à plusieurs niveaux et ça devient, avec les postes de quartier, vraiment un port d'attache qui nous permet vraiment d'avoir une dynamique. Et on le disait, mon collègue M. Sari l'a dit un peu plus tôt, en Montréal-Nord, notre poste de quartier, on y tient, puis on veut le garder. Il est hors de question que le poste de quartier 39 soit fusionné avec d'autres. Et d'ailleurs, on le sait, mon collègue le disait, c'est un poste qui a d'ailleurs son nombre de défis. D'ailleurs, ce n'est pas un commandant, c'est un inspecteur qui est chez nous et c'est pas pour rien parce que le niveau de complexité, il est là. Et c'est dans ce contexte-là que je me dis, l'expertise qui a été développée à travers Montréal doit être gardée. Et puis, de toute façon, au final, c'était une motion qui avait déjà été adoptée en conseil municipal. Alors, je trouve ça très, très particulier de l'administration de remettre en question des décisions qui avaient été prises dans le passé. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande vraiment à tout le monde de voter en faveur de la motion. Puis pour moi, ça va de soi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Dominic Perry. Vous êtes invité à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. This morning, our mayor told us part of her job. She told us that her job is to receive proposals. That's one part of her job. The other part of her job is receive proposals which are acceptable to the population, to the people. She hasn't told the part. If one is minimally connected, minimally in touch in Montreal with the citizens, will realize very quickly that people want to be closer to the police. They want more police presence. On every street, people ask us that they want more police presence, that they want more police presence for their security. That part, she hasn't told us. À Saint-Léonard, je vous donne un exemple concret pour bien vous faire comprendre. Sur chaque rue qu'on se promène, on se demande où est-ce que c'est la police. On le sait, il y a 250 policiers qui manquent. On le sait, on voit la réaction des citoyens. Nous avons été obligés, l'année passée, de mettre sur pied notre propre patrouille publique à Saint-Léonard, payée par nos propres fonds de l'arrondissement pour rassurer la population. Donc, maintenant qu'il nous arrive avec une proposition qui arrive de n'importe qui soit M. Caron ou autre, une proposition qui fait en sorte que les postes de quartier pourraient en avoir moins et pas plus, va à l'encontre totalement de ce que les citoyens nous demandent. Si on est minimalement en contact avec les citoyens, on devrait bien le savoir et Madame la mairesse aurait dû, dès que cette idée est arrivée sur sa table,
il aurait dû immédiatement arrêter, rejeter et passer à autre chose. Elle ne l'a pas fait. Et donc, on est ici aujourd'hui, on parle de fermeture des postes de quartier. On parle non seulement d'avoir moins de policiers à Montréal, mais on parle aussi maintenant d'éloigner les postes de quartier. Vraiment, c'est totalement à l'encontre de ce que les citoyens nous demandent. Alors, moi, je vous invite à voter pour la motion. C'est ce que les citoyens nous demandent. Nous sommes ici pour représenter ce que les citoyens nous demandent. Et les citoyens nous demandent plus de présence policière, physique des policiers, mais aussi plus de présence policière, c'est-à-dire près d'eux, donc plus de garder minimalement les postes de police que nous avons. Alors, c'est le message que je voulais apporter aujourd'hui à ce conseil et je pense que ça sera pris en considération. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Poursuivons avec une intervention de Monsieur Luis Miranda. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'écoute tout ça, puis j'en perds mon latin moi-même un peu, les amendements, sous-amendements et tout ça. Actuellement, une chose qui est certaine, je veux quand même revenir sur un peu ce que j'ai dit dans le passé. Et puis, moi, de la minute qu'on parle de mandater une commission, que le service de police vienne nous faire des présentations, après 32 ans, je sais comment ça fonctionne, on va nous vendre tout ça bien beau, on va nous dire qu'il n'y en aura pas de problème. Je reviens encore sur l'historique d'Anjou, du temps qu'on était couvert, on avait notre poste local dans le temps, et quand il y a eu une fusion, à un moment donné, on était couvert par le poste de Saint-Léonard, le 51 de mémoire ou le 54, le chiffre m'échappe. Et je me souviens que très souvent, on était mal servi. Écoutez, il y avait des problèmes dans l'arrondissement et les gens, on avait des plaintes continuellement. Quand il est venu le temps d'avoir les postes de quartier, c'est suite justement à beaucoup de représentation du milieu de tout le monde, du milieu des affaires, parce que je me souviens que j'avais l'association des industriels d'Anjou qui nous disait qu'on était mal couvert. Comme je l'ai dit hier, je crois que c'est hier que j'ai parlé de ça, qu'on avait on a le deuxième plus gros parc d'affaires de l'île de Montréal. C'est Saint-Laurent, parce que c'est nous. Et beaucoup de vols. Et même actuellement, je peux vous dire, à chaque fois qu'il y a un événement dans le centre-ville, que ce soit le festival de jazz ou quoi que ce soit, on cannibalise les PDQ de différents quartiers et on en souffre dans nos arrondissements. On en souffre énormément et puis au point que justement les gens le constatent. Et même aujourd'hui, je demeure à 2 minutes du poste de quartier chez nous et je suis en mesure de constater, je sais que j'ai 9 autopatrouilles chez nous. Et puis quand je vois les 9 autopatrouilles la nuit dans le stationnement, puis toutes les lumières éteintes dans le poste, c'est clair que j'ai aucun policier en service. Je me croise les doigts qu'il n'y en a pas d'événement. Pour sécuriser notre population, parce qu'on a beaucoup d'interventions de la population, puis je suis un maire que je suis très présent chez nous. Je suis très présent, je me promène beaucoup dans mon quartier. Et puis, les gens m'en parlent de la sécurité. Pour la sécurité des gens, justement, vu qu'on a déjà un manque d'effectifs, tout ça, on engage des cadets supplémentaires, nous aussi, comme l'île Bizarre. Hein? On a droit d'en avoir 2, on en engage 6, nous. On a des gardiens dans tous nos parcs. Certains parcs, depuis les derniers événements des dernières années, on a 2 gardiens dans certains parcs pour justement sécuriser les gens. On est rendu à un point que, écoutez, moi actuellement, je me compare pas nécessairement les budgets des autres arrondissements, je veux pas déshabiller Jacques pour habiller Jean, là. Mais une chose qui est certaine, je taxe le 2/3 de ma dotation provient de la Ville-Centre. Le 1/3, je suis obligé d'aller chercher le 1/3 pour couvrir les services supplémentaires, les services de sécurité, entre autres. Et je sais très bien, pour l'avoir vécu, on va aller en commission et malheureusement, ça va se tenir, ça y est, on ne viendra pas en Anjou faire une consultation publique, là. On va tenir peut-être une consultation, si on est chanceux, on va en avoir une à Saint-Léonard, excusez. Et c'est clair qu'à Saint-Léonard, pas tout le monde va se déplacer. Malheureusement, la majorité silencieuse ne se déplace pas tout le temps, mais ils nous parlent.
Je sais très bien, actuellement, pour avoir été pompier, comment ça fonctionne, puis je me souviendrai toujours. Je ne sais pas si c'est la problématique du service de police. Le directeur du service d'incendie, dans le temps que j'étais pompier, M. Roméo Noël, à un moment donné, la Ville de Montréal voulait pas pensionner certains pompiers qui étaient blessés, qui ne pouvaient plus être pompiers. Et M. Noël l'a dit, écoutez, c'est pas, vous voulez avoir des gars pour combattre les incendies ou vous voulez avoir un hôpital? C'est un choix qu'il a fallu faire la Ville de Montréal dans le temps parce qu'il était en train de se retrouver juste avec ça. Est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que je crois qu'avant de parler de couverture, de demander à la police de faire une couverture, elle devrait peut-être faire une analyse administrative de ses fonctionnements. Combien de policiers ont-ils vraiment sur combien de comités, des choses comme ça? Peut-être qu'ils n'en ont pas assez sur la route. Une chose c'est certaine, là, c'est pas en éliminant des postes de quartier que vous allez faire des économies. Premièrement, on l'a pas chez nous, de mémoire, si ma mémoire ne me trompe pas, je crois qu'on a un bail encore d'au moins 10 ans. C'est de l'argent. Je me souviens quand la CUM, on a fermé la CUM, là, Metcalf, là, c'était à CUM. On a ramassé le bail. À chaque fois qu'on ferme un poste quelque part, est-ce que les postes qu'on parle de fermer, les postes qui ont été fermés dans les dernières années, là, on est-tu responsable encore pour certains baux? C'est pas nécessairement des vraies économies, ça. La sécurité des gens, ça n'a pas de prix. Moi, en ce qui me concerne actuellement, là, je ne crois pas qu'on doit demander au service d'incendie de faire un schéma de clôture. On le connaît. On le connaît, notre ville. Ça a déjà été fait. Je sais qu'il faut réévaluer nos façons de faire tout le temps. Mais peut-être la ville, la SPVM devrait commencer par réévaluer sa façon de faire. Ces installations comme telles. Son ordre hiérarchique. Est-ce qu'ils ont trop d'officiers? Ils n'ont pas assez d'officiers? Parce que c'est bien beau, tu as trop d'officiers et tu n'as pas de policiers, c'est pas mieux non plus. Il est là le problème. Tu n'économises pas en coupant des services quand les citoyens payent de plus en plus cher. Je crois que M. Caron doit faire la plus grande effort possible pour s'assurer de nous arriver avec des comment je vais économiser et non nous couper des services. Moi, chez moi, en Anjou, si un directeur vient me parler d'une coupure de services, quand il est le temps de préparer ses budgets, je lui dis, retourne faire tes devoirs. Je crois que c'est comme ça qu'on doit faire. M. Caron doit faire ses devoirs et doit nous arriver comment, avant de parler de fermeture de postes de PDQ, comment est-ce que lui, dans sa propre structure administrative, peut-il sauver de l'argent? Il nous fasse une proposition comme ça. Et c'est ça que la résolution devrait faire. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Efigianou, vous êtes invitée à prendre la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. J'aimerais aussi intervenir sur l'amendement principal et vous parler un peu de l'importance du PDQ 10 qui est situé dans Bordeaux-Cartierville. Je vais tout d'abord faire juste un petit retour en histoire pour vous faire comprendre comment était décrit Cartierville il y a une quinzaine d'années, en vous citant un extrait d'article dans la presse, début de la citation. À l'extrême ouest de l'arrondissement, on parle d'Annecy-Cartierville, on débarque dans cet autre univers, Cartierville autrefois surnommé Cractierville, à cause des immeubles malfamés où sévissaient les vendeurs de drogue disséminés sur le territoire. Fermeture de la citation. Il y a plusieurs articles qui parlent de la même situation. Depuis, le PDQ 10 s'est installé. Les agents ont créé des liens forts avec les communautés du secteur, les nouveaux arrivants, mais surtout les jeunes du quartier. Les agents de ce PDQ ont tout mon respect et ma gratitude. Vous devriez voir le travail acharné des agents sociaux communautaires. Tout récemment, Bordeaux-Cartierville a malheureusement été victime de 3 incidences de violence à armes à feu en seulement quelques semaines. Ce n'est pas une question de faire peur aux gens, mais nous avons ici un vrai exemple d'une formule qui marche et qui a eu un impact fort sur la population, sur déjà 1 et même 2 générations de jeunes. Pourquoi aller en arrière? Pourquoi déstabiliser la vie des jeunes qui sont déjà pris avec une santé mentale précaire en ce moment dans ces réalités de la COVID et dans cette hausse de la violence aux armes à feu? Alors, cette motion doit être adoptée à l'unanimité, d'après moi. Merci beaucoup.
Merci. Alors, avant de donner le droit de parole à M. Abdelaksari, je souhaite simplement vous rappeler que votre temps de parole est de 4 minutes 30 secondes, selon le temps que nous avions comptabilisé auparavant lors de votre première intervention qui portait sur l'amendement. Je le rappelle, je serai intransigeante sur le droit de parole dans cette portion de l'ordre du jour. Monsieur Sari, vous êtes invité à prendre la parole. Alors, votre rappel est le bienvenu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et permettez-moi de revenir directement sur l'amendement lui-même présenté par mon collègue, M. Alain Vaillancourt. Et en même temps, avant de parler sur le fond lui-même de son amendement, je vais parler un peu de la présentation avec laquelle il l'a ramené. Et permettez-moi d'abord de souligner le fait que, oui, je voulais collaborer. Je voulais travailler sur cet élément-là. Mais dans sa présentation, il dit clairement que moi, avec mes propos, je fais peur à la population. Excusez-moi, c'est pas ça. Excusez-moi, ce qui fait peur à la population, c'est premièrement, c'est la présence des armes à feu auprès des jeunes, auprès de groupes criminels. Ce qui fait peur à la population, c'est le nombre de décès qu'on a auprès de nos adolescents. Ce qui fait peur à la population, c'est surtout d'avoir une discordance claire et totale entre les propos qu'on entend de part et d'autre, que ce soit du chef de service de la police d'un côté ou que ce soit de la part de notre mairesse. Alors, Madame la Présidente, ce que je veux tout simplement ici savoir, c'est de comprendre, c'est que quand on avait des échanges avec le porteur du dossier, je n'étais pas au courant comme quoi il y avait des présentations déjà, de fait, du chef de police. Or, que le porteur du dossier était au courant. Je n'étais pas au courant non plus que le chef de police a déjà commencé son pèlerinage et d'aller voir les maires et mairesses de villes liées ainsi que les maires des arrondissements. Et j'étais de bonne foi et je commençais à collaborer. Sur le fond lui-même de cet amendement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je l'ai dit d'ailleurs au téléphone à M. Vaillancourt, sur l'élément lui-même présenté, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose qui nous inquiète. Il y a quelques éléments qui nous inquiètent et on a vraiment à les soulever. Parce que ne serait-ce qu'hier, dans les 3 premières questions qui ont été présentées dans ce conseil de ville du mois de janvier de 2022, et il a été question, est-ce que vous étiez au courant ou pas? La question est simple. Et la mairesse a réitéré le fait qu'elle n'était pas au courant. Il n'a jamais eu de présentation, or que c'était le contraire. Le responsable du dossier collaborait avec moi sur des amendements, or qu'il était au courant qu'il y avait des demandes, or qu'il était au courant qu'il y a du travail à faire. Et je finirai avec cet élément-là, et c'est ça le plus inquiétant. Quand on fait une restructuration des effectifs, ou réaffectation des effectifs, c'est parce qu'on a un manque d'effectifs, ou on a un surplus d'effectifs. On ne peut pas dire qu'on a un surplus, loin de là, au contraire. On a un manque d'effectifs. Et si on a changé quelques éléments dans les propos, moi je tiens maintenant par rapport aux propos du chef de la police lui-même, c'est qu'il y a un problème au niveau de la distribution de la capacité de la présence policière, d'avoir des policiers plus présents sur le terrain. Madame la Présidente, je terminerai avec cet élément-là et ça c'est très très important. Les propos du maire d'Anjou sont très intéressants, très importants. Il nous a ramené un bon historique. Moi ce qui me fait peur, c'est quand on va dire oui à la Commission de la sécurité publique d'ailleurs, qui n'a pas encore siégé jusqu'à maintenant. On est déjà le 25 janvier avec tout ce qui se passe sur l'île de Montréal, et on n'a eu aucune séance de la Commission de la sécurité publique. Et on veut lui ajouter du travail, mais je suis prêt vraiment à travailler là-dessus avec tous mes collègues. Mais ce que j'ai peur, c'est d'avoir tout simplement des présentations, d'avoir des séances d'information. J'espère de tout mon cœur qu'on aura une vraie consultation publique où chacun et chacune, chaque organisme, chaque milieu, chaque arrondissement, chaque territoire sera partie prenante dans la façon avec laquelle on va voir notre schéma de couverture de notre police, avec la façon avec laquelle on va voir un schéma de couverture qui donne une présence policière, qui ramène de la prévention, qui ramène une proximité. Alors, Madame la Présidente, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Ce que je veux, tout simplement, et ce qu'on veut toutes et tous ici, c'est de donner une perception, un sentiment de sécurité assez important à nos citoyens et citoyennes, et j'espère que ce travail-là sera vraiment bien porté. Alors, sans trop tarder, même avec l'amendement, et j'aurais bien aimé m'exprimer sur mon amendement à moi qui était là-dessus. Votre compréhension n'était pas bonne, mais votre jugement l'était sur une compréhension que j'aurais aimé plutôt m'exprimer là-dessus. Merci encore une fois.
Et je vous invite toutes et tous à voter pour cet amendement. Merci. Monsieur Benoît Doré, vous êtes invité à prendre la parole. Vous êtes invité à allumer votre micro, merci. On ne vous entend toujours pas. Monsieur Doré, vous pouvez me signifier dans le chat si vous n'arrivez pas à vous connecter ou à allumer votre micro. Très bien. Alors, puisqu'il y a un problème technique, nous allons procéder avec une intervention de... Je vois que la main de Monsieur François Limoges a disparu, donc on va patienter quelques instants. Monsieur Doré, vous êtes invité à prendre la parole. Désolé pour les problèmes informatiques. Donc, je désirais poser la question préalable, Madame la Présidente. Et vous êtes appuyé par? Par M. Alex Norris. Très bien. Faut qu'il demande le vote nominal, ouais. Excusez-moi, Madame la leader de l'opposition officielle, est-ce que vous pouvez confirmer si un vote est demandé ou pas? Madame la Présidente, on accepte l'amendement, donc on va accepter la motion amendée. Alors, Très bien. Alors, on note au procès-verbal l'adoption de la motion 65.02 amendée. Poursuivons. Merci, Madame la Présidente. Donc, en 65.03, nous avons une motion de l'opposition officielle demandant à la Ville de Montréal d'entamer une réflexion sur l'exode urbain et ses politiques publiques. Et je crois qu'après discussion avec l'opposition officielle, il y a une version amendée qui fait consensus. je m'excuse, Madame la Présidente, étant donné que c'est une motion de l'opposition, est-ce que l'opposition peut présenter, c'est moi qui devrais présenter la motion? Et, oui, absolument. Absolument. Alors, c'est une motion. Permettez, j'allais simplement préciser auparavant, pour les fins du procès-verbal, que l'item 65.02 est adopté à l'unanimité, tel qu'énoncé selon l'amendement présenté. Alors, on peut poursuivre. Madame Rossi, vous avez le droit de parole. Alors, Madame la Présidente, pour la motion 65.03, j'invite Monsieur Moroz, Sonny Moroz à présenter sa motion. Merci, Madame Rossi. Le 13 janvier de cette année, l'Institut de la statistique du Québec présentait ses derniers chiffres sur l'exode urbain. Les médias ont largement rapporté le solde migratoire est très négatif pour Montréal. Le plus négatif depuis que l'INSQ compile ses statistiques. Donc, 62 000 personnes ont quitté Montréal pour s'installer dans une autre région du Québec et seulement 35 000 sont venus d'autres régions pour s'installer à Montréal. On a perdu 48 000 personnes. On parle seulement d'une migration interrégionale ici. L'Institut de la statistique du Québec mentionnait que la COVID-19 avait accentué l'exode urbain, notamment à cause du télétravail. La mairesse Plante s'est empressée de peser sur cet élément pour expliquer la cause. Toutefois, il ne faut pas non plus cacher ce qui n'est pas de l'ordre de la pandémie, ce qui est sous notre contrôle. L'INSQ mentionne dans son rapport qu'il existe une accélération depuis 2015. C'est pire année en date depuis 2015. À Toronto, qui est elle aussi vie avec la pandémie, l'exode urbain frappe aussi. L'année dernière, la solde migratoire négative fut de 64 000 personnes. Sur une population de plus de 6 millions, nous, 48 000 sur une population de 2 millions. Donc, faites une règle de 3. Visiblement, nous devons nous pencher sur la question.
Est-ce que les politiques publiques de la Ville de Montréal encouragent l'exode urbain ou le découragent? Est-ce qu'on peut changer nos méthodes, nos manières de faire? Il y a plusieurs enjeux reliés à l'exode urbain, dont celui très important de l'étalement urbain. Il faut lutter contre l'étalement urbain. L'exode urbain a un impact sur l'environnement puisqu'il accroît l'étalement urbain et met en péril les espaces agricoles, les milieux humides et les espaces verts, en plus d'encourager l'utilisation de la voiture. L'exode urbain met de la pression sur les finances publiques des banlieues, du gouvernement du Québec, par la nécessité de construire des infrastructures pour desservir de nouveaux secteurs, ainsi que sur les finances de la Ville de Montréal, dont les infrastructures sont utilisées par de plus en plus de résidents des banlieues qui ne payent pas de taxes à Montréal. Nous avons déposé cette motion notamment parce que nous aimerions que Montréal en fasse une priorité, que l'exode urbain demeure dans notre esprit, dans l'élaboration des politiques. La première étape, c'est une étude sur la question, que l'on détermine quels sont les principes variables. Et dans cet esprit que nous avons fait la motion, et l'administration a montré une ouverture à utiliser la question. J'apprécie la conversation ouverte avec mon collègue M. Doré durant la fin de semaine. Et il a fait des amendements qu'on aimerait bien voir et examiner. On a bien examiné. Et je lui laisse la parole pour expliquer les amendements. Merci. Merci. Madame Rossi, je vous laisse poursuivre pour l'attribution des droits de parole sur la motion. Mais ce que je comprenais, M. Doré était censé expliquer les amendements qui ont été amenés. Tout à fait, Madame la Présidente. Alors, j'ai fait la demande officielle au greffe et au bureau de la présidence il y a quelques minutes, là, comme c'est l'usage, de transmettre les amendements aux membres du CM. Ils avaient été préalablement envoyés au bureau de la présidence hier soir. On rappelle d'ailleurs que la pratique, c'est d'attendre au moment où on doit la déposer ou c'est partagé. Donc, j'imagine que dans quelques secondes, une minute ou deux, ce sera fait. En attendant que les gens la reçoivent, on a travaillé effectivement avec M. Moroz en fin de semaine, donc avec mon collègue, demande que des gens du cabinet de l'opposition officielle et des gens de chez nous aussi, donc du cabinet de la mairesse et du comité exécutif, parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était de pouvoir parler d'exode urbain, d'étalement urbain. Je pense que la question se pose, mais ce qu'on voulait faire, c'était quand même d'arriver à choisir un meilleur véhicule pour le faire et par la suite, de regarder quelles analyses on pourrait faire de ce rapport. Alors, on a quand même fait beaucoup d'amendements. Il y a eu des retours, en fait, de la part des membres, des gens de l'opposition officielle. Et ce que je voulais, dans le fond, c'est d'éviter beaucoup d'allers-retours, de bien comprendre l'esprit de ce qu'ils voulaient, voir si ça rejoignait nos préoccupations. Et puis, ça a été facile là, d'en arriver à ces amendements. J'espère qu'on pourra les adopter à l'unanimité. En fait, on revient sur le solde migratoire, qui est un indicateur, en fait, des différents flux, donc entrant et sortant des différents ménages. Et on conçoit qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent la trajectoire des ménages sur, est-ce qu'ils choisissent de rester à Montréal, est-ce qu'ils décident d'aller ailleurs, quels sont les produits immobiliers, etc. Il y a l'influence, bien sûr, aussi du télétravail qui s'est fait sentir dans les dernières années. Ceci dit, est-ce que ça aura un impact pérenne? Est-ce que ce sera durable dans le temps? Est-ce que ce n'est que passager? On doit regarder toutes ces questions-là. C'est pas nouveau que le solde migratoire de Montréal est déficitaire, mais ça s'est exacerbé dans les dernières périodes et encore plus avec la pandémie. Il faut comprendre aussi que à Montréal, ce solde migratoire qu'on voit déficitaire depuis de nombreuses années était amplement compensé par l'immigration.
Comme n'importe quelle métropole, Montréal est la porte tournante de l'immigration internationale. Ça change pas. Sauf que récemment, on l'a vu, avec la pandémie, ça a une incidence de la même manière qu'on l'a vu également sur tous les étudiants étrangers qui ont décidé de retourner chez eux. On souhaite qu'ils reviennent, mais ça a une incidence sur les logements et sur plein d'autres choses. Alors, c'est ce qu'on vient camper dans les amendements qui sont là. On vient aussi quand même mentionner que la population de Montréal a continué de croître. Alors oui, par la part de l'immigration internationale, mais Montréal est plus attractif que jamais. On le voit d'ailleurs avec le nombre de mises en chantier qui n'a pas cessé de croître et on atteint des sommets en ce moment. Alors, je pense que ça prouve le dynamisme immobilier de Montréal. C'est un marché immobilier résidentiel qui est vraiment foisonnant. Il faudrait pas que ça s'estompe. En même temps, il faut s'adapter, il faut regarder les incidences que ça a sur des ménages, sur, bien sûr, l'accessibilité, mais surtout, je vous dirais, sur l'abordabilité des logements. On revient également dans cette motion avec le fait également que c'est ce qu'on voit à travers toute la CMM et c'est quelque chose qu'on voit aussi au Québec. Alors, on voulait quand même le contextualiser. C'est ce qu'on voit là. On a fait quelques corrections également, je vous dirais, mineures sur est-ce qu'ils vont vraiment déménager, est-ce que ça serait un souhait. On a remis également un certain nombre de choses. Je vous dirais, on est plus dans le technique. Et on a convenu également là, que l'exode urbain, ça a une incidence sur le poids démographique, démocratique, économique et politique de la métropole du Québec. Je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans qui faisait davantage un petit côté alarmiste. Il faut le constater, il faut le regarder en face, il faut pas l'éluder, mais en même temps, je pense qu'il faut enlever cet élément de menace et quand même constater que ça a une incidence. Alors, c'est ce qu'on est venu faire. Je vous dirais aussi que des considérants, des attendus qu'on avait préparés, on les a, je vous dirais, ramassés. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est que la volonté de notre administration depuis 4 ans et pour encore ce mandat-ci, on a mis l'accent sur beaucoup de mesures en matière immobilière. Donc, en développement immobilier, on veut s'assurer que les ménages restent à Montréal avec des produits immobiliers qui leur conviennent, des programmes d'aide également à l'habitation. Bref, on a fait de l'habitation une priorité en 2017-2021 et c'est encore plus une priorité en 2021-2025 avec des objectifs qui sont très ambitieux. Mais comme le choix des ménages, le choix des familles, c'est pas juste un produit immobilier, c'est pas juste des programmes d'aide, c'est pas juste de choisir tel triplex versus le l'unifamilial versus un ensemble de copropriétés divises, c'est aussi tout un environnement. Ce sont des quartiers, ce sont toutes sortes de considérations comme les parcs, l'entretien des parcs, qu'est-ce qu'on a dans notre coin, c'est quoi la vitalité économique du secteur, est-ce qu'il y a beaucoup de commerce, bref, tout ça, on l'a mis dans les attendus parce que ça a une incidence sur le choix des ménages à demeurer à Montréal ou à revenir à Montréal. Alors, on a mis des investissements comme administration, bien sûr, dans les parcs. On a fait beaucoup d'investissements en développement économique. On va continuer de le faire. Et ça a une incidence pour que les ménages puissent y rester ou voire même revenir à Montréal. Il y en a qui reviennent à Montréal. Alors, quels sont dans le fond les éléments qui font en sorte que des Montréalais et des Montréalaises choisiraient de rester à Montréal et quelles sont les autres également les choses à faire pour que des Montréalais reviennent à Montréal. Je pense que notamment, c'est de planifier des quartiers qui soient des quartiers intégrés, des quartiers qui conviennent à l'ensemble des besoins des Montréalais et des Montréalaises. Alors, on le voit dans des grands projets comme la Chéneste, on peut le voir également dans l'Assomption, on peut le voir également sur les anciens terrains de l'hippodrome de Montréal. On le voit également avec toute la question de la taxation, où on a un chantier sur la fiscalité montréalaise. Bon, ça a une incidence, c'est important, les gens regardent ces choses-là, alors on les a mis dedans. Quant à ce qui est proposé en tant que tel, la modification est quand même assez importante, mais je pense que
plutôt que de mandater une firme externe, je pense qu'on a toute l'expertise à la Ville de Montréal pour faire ça. Alors, ce qui serait plutôt résolu, c'est que ce soit que la Ville de Montréal mandate le service de l'habitation. Et le service de l'habitation peut toujours s'adjoindre, et il le fait d'ailleurs toujours, là. Premièrement, ils ont beaucoup de gens, beaucoup d'experts dans leur rang, mais également, ils s'adjoignent l'aide des autres services pour pouvoir y aller. Alors, il y aura bien sûr l'SDIS qui sera mis à contribution, ça peut être également le SDE, le Service de développement économique. Bref, le pilote de ce rapport-là, ce sera le service de l'habitation. Ce qu'on voudra, ce sera deux choses. Ce sera d'identifier, dans le fond, les facteurs qui contribuent à ce que Montréal soit attractive résidentiellement parlant, mais également offrir un portrait des principales raisons pour lesquelles des ménages veulent rester à Montréal et d'autres quittent, et ça selon leur profil. On n'a pas les mêmes besoins, qu'on soit une personne seule, en couple, en famille, si on veut avoir des enfants ou pas, alors des aînés, boomers, etc. Alors on veut le faire selon les profils. Et par la suite, dans le deuxième résolu, ce qu'on voudrait, c'est que le service de l'habitation dépose son rapport à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour que cette commission-là puisse en faire l'analyse. Et on le mettait, ça pourra toujours être possible que la commission se guide. Alors, elle pourra aussi faire appel à des experts pour voir ce rapport-là, l'analyser et par la suite, donc, arriver avec différentes recommandations et états de situation. Alors voilà, je pense que cette motion, une fois travaillée en fin de semaine, est plus complète. Alors on aurait ce qui est bon en ce moment, ce qui mériterait d'être corrigé, et également de pouvoir le faire à l'interne, mais on pourra toujours regarder d'un point de vue de la commission si un apport externe est possible et nécessaire. Alors ça appartiendra à la commission de le faire. Alors là-dessus, je remercie mes collègues, donc Sonny Moroz et Julien Moratel pour la motion. Et puis, je souhaite que l'ensemble des membres du Conseil puissent l'adopter à l'unanimité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Julien Honoratel, vous aviez le droit de parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais discuter de l'amendement qui est aujourd'hui présenté. Nous allons voter en faveur de cet amendement parce que nous croyons qu'il s'agit tout de même d'une avancée pour Montréal, que les services se penchent précisément sur la question et que la Commission du développement économique et urbain et l'habitation fasse des recommandations par la suite. Nous aurions cependant aimé aller plus loin. Nous croyons qu'une étude indépendante du pouvoir politique serait plus à même de mettre le doigt là où ça fait mal. Une étude indépendante qui détermine elle-même quoi examiner. Par exemple, il y a peu de chances que l'impact du 20-20-20 soit abordé dans l'étude des services commandés par Projet Montréal. Est-ce que la politique de stationnement sera abordée? Est-ce que les politiques relatives à la taxation seront étudiées? Il faut éviter de tomber dans le piège de l'intuition et de seulement regarder l'enjeu de l'habitation. Notre réflexion doit être globale et inclure, oui, les politiques d'habitation, mais également d'urbanisme, de taxation, de langue et de mobilité. J'aimerais également faire une distinction entre l'exode urbain et l'immigration internationale. Dans ce débat, nous avons tendance à mélanger les deux. Le solde migratoire et le rapport entre les Montréalais qui décident de s'installer dans d'autres régions du Québec, moins les habitants de l'extérieur de Montréal qui viennent s'y installer. L'immigration internationale désigne les nouveaux arrivants à Montréal en provenance du reste du monde. Traditionnellement, ils viennent combler la perte issue du solde migratoire, mais avec la COVID-19, l'immigration s'est faite plus rare et elle n'a pas été suffisante. Or, elle demeure très différente du solde migratoire et sa variation n'est pas influencée par les mêmes choses. Nous voulons mettre l'accent sur le solde migratoire parce qu'il est un meilleur indicateur qui permet de comparer le succès de nos politiques avec d'autres villes, incluant les banlieues. Je dirais même que si nous voulons absolument entrer la question de l'immigration dans ce débat, il ne faudrait pas passer sous silence que la part d'immigrants s'installant à Montréal la première année de leur arrivée ne cesse de diminuer au profit des banlieues. Alors que nous étions à 80% dans un passé pas si lointain, nous sommes maintenant sous la barre du 75% et elle continue de descendre. L'enjeu est important pour tout Montréal. L'exode urbain a des conséquences pour l'avenir de la métropole. Elle menace le poids démographique, démocratique, économique et politique de la métropole du Québec. Néanmoins, même si nous croyons que plusieurs zones d'ombre demeureront, nous allons accepter l'amendement puisque nous croyons qu'il demeure un pas dans la bonne direction. Merci.
Merci. Monsieur Sonny Moros, vous êtes invité à prendre parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup à M. Hénoratel et à M. Doré pour avoir parlé sur l'amendement, je veux dire la motion et l'amendement. Je voulais juste encore faire des précisations. J'apprécie les précisations que M. Hénoratel a fait à propos de l'immigration. Je crois que ça mêle les discussions importantes sur l'immigration interrégionale et non de Montréal, de l'externe et du Canada. Et encore, juste à faire le point sur un des points que M. Doré a fait, c'est que les mises en chantier ont diminué en décembre à Montréal. Et bien sûr, ça a diminué à travers le Québec, mais c'était 13% plus à Montréal. On a vu des diminutions dans toutes les villes importantes du Canada en disant Toronto avait une diminution, mais moins importante que le nôtre. Et Vancouver a vu une augmentation légère. Donc, on a besoin de trouver des raisons pourquoi Montréal souffre de cette peine interrégionale. Et je voulais juste savoir si M. Doré voulait être un appuyeur aussi à la motion amendée. Merci beaucoup. Monsieur Doré. Oui, avec plaisir, Madame la Présidente. Alors, je vais appuyer la version amendée. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, alors avant de procéder à la confirmation de l'adoption de cette motion, Monsieur Doré, est-ce que je peux vous demander de nous préciser qui était la personne qui vous appuyait relativement à l'amendement que vous avez déposé? Oui, je croyais que les amendements pouvaient être appuyés par M. Moros. Je pensais que c'était comme ça qu'on en avait convenu en fin de semaine. Oui, absolument. Merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, on note au procès-verbal, l'adoption à l'unanimité de la motion 65.03 à l'ordre du jour du Conseil municipal, telle qu'amendée, ce qui nous permettrait de poursuivre. Madame Rossi, je vous laisse prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour le point 60, la motion 65.04, c'est une motion de l'opposition officielle demandant la production d'un rapport préélectoral audité. Et je vais laisser M. Alan De Souza présenter la motion. Merci, M. De Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la résolution que je dépose ici, c'est une volonté pour notre formation, puis j'ai eu l'occasion d'interpeller aussi l'administration, puis je pense qu'il y a une volonté conjointe pour qu'on peut agir tôt dans le processus sur le dossier pour l'avoir un cadre financier électoral qui va être déposé, audité par le VG avant la prochaine élection, pour permettre tout le monde, avant la période électorale, de prendre connaissance de ça. Donc, ça, c'est l'objectif. Pour être capable de livrer cette partie, on avait préparé une résolution et je vais adresser quelques éléments pour présenter la résolution. Ma collègue Alba Ramos va aussi avoir des explications à donner, mais je vous avertis d'avance que j'ai eu depuis vendredi des discussions avec le président du comité exécutif et je lui remercie pour la conversation qu'on a eue, des améliorations qu'on avait apportées. Et mon objectif est simple, on a déjà envoyé une version amendée de notre résolution au greffe et à votre attention, Madame la Présidente, pour être distribué à tous les membres du Conseil, mais qui conviennent au moins notre formation politique et qui a l'accord de l'administration, donc par voie de Madame la Présidente du Comité exécutif, Dominique Olivier. Donc, je propose, et Madame Ramos va être mon appuyeur, et deuxièmement aussi, Madame Olivier a voulu, et je trouve utile qu'elle aussi l'appuie. Donc, en termes de présentation du dossier, c'est une demande qui a été faite qui date depuis 2018. Madame la Présidente, initialement, qui a été adoptée par l'administration, et puis
on avait voulu qu'avec l'accord de l'administration, puis l'administration était d'accord de voir par quels moyens ce projet pourrait se réaliser. Et on a eu des relances régulières auprès de vérificatrice générale pour être capable d'avancer dans ce dossier. Je sais que, ultimement, on a eu certains signaux par la vérificatrice générale en 2019, si ma mémoire est bonne. Et puis en 2019, elle avait signalé que pour toutes sortes de raisons, elle cherchait un mandat. Elle a voulu que le conseil municipal, qui elle relève, lui donne un mandat. Donc, à ce moment-là, en août 2019, je vais déposer une résolution. Et l'administration avec M. Doré a aussi déposé une résolution qui a effectivement eu un effet de donner un mandat au vérificatrice générale d'avancer dans l'analyse et la préparation. Il y avait une question d'argent, dont ultimement, elle est venue encore au Conseil en février-mars 2020 en disant qu'elle ne pourrait pas avancer parce qu'elle a besoin d'argent. Et puis, grâce à des efforts de M. Doré, l'argent a été débloqué à un montant de 900 000 $ et ça lui a permis de continuer. Mais force est de constater que après qu'elle avait fait des démarches auprès de la service de finances de la ville, elle avait manifesté son incapacité de réaliser le mandat pas plus loin que octobre 2020 et en conséquence, on était un peu back to square one. Par la suite, l'administration avait dit que nonobstant qu'il n'y aura pas une certification par une partie indépendante, il déposera un cadre financier qu'ils l'ont fait en août de 2021. Mais comme on peut bien comprendre que sans la certification d'une personne indépendante comme le vérificatrice général, c'est sûr, et il y avait un certain questionnement vis-à-vis de la crédibilité de ces démarches dans les yeux de toutes personnes qui ont analysé ce dossier. Donc, ce n'est pas une question, une critique du passé, mais juste, malheureusement, ça a pris 4 ans pour finir dans une cul-de-sac et on a voulu éviter que ça prenne une autre 4 ans, que ça finisse dans cette même genre de cul-de-sac. Et pour cette raison, on lance ça tôt dans le mandat avec l'espoir que cette fois-ci, ça va porter fruit. Donc, ça va être 8 ans pour être capable de 4 ans déjà passés, mais là, beaucoup de travail a été fait. 4 ans qui nous restent maintenant pour être capable de réaliser ça. Notre espoir était que donné que le temps était notre allié, on peut mettre en place des démarches en place pour être capable de réaliser cette partie. C'est sûr et certain, il y aura un effort nécessaire et je remercie Mme Olivier pour avoir être ouvert d'avancer sur ce dossier. Ça va nous sûrement causer des changements de notre pratique. Il faut toujours qu'on garde un œil sur la balle et qu'il faut juste s'assurer qu'on évite un échec pour ce deuxième mandat. Pour cette raison, nous, comme conseil, Mme Olivier, moi-même et d'autres personnes, vont faire un suivi de ce dossier pour que le travaux puisse commencer tout de suite. La résolution que j'avais amendée telle qu'elle était, essentiellement, fait du sort qu'au lieu d'exiger ou donner le mandat tout de suite à la vérificatrice générale, on invite le vérificatrice générale et le service de finances à faire des rencontres rapidement par laquelle il peut déblayer le terrain, déterminer qu'est-ce que chacun a besoin, soit pour la préparation de cet rapport électoral et tout ce qu'elle aura besoin pour faire la vérification nécessaire. Et dans notre résolution, dans un esprit de collaboration avec l'administration, on avait accepté que cet rapport qui peut être entamé tout de suite pourrait être déposé au Conseil d'ici pour le mois d'août. Ça nous donne un bon 6 mois, 7 mois pour les deux parties concernées de le faire. Et par la suite, notre objectif est que le mandat, dès le mois d'août, suite à le rapport qui a été déposé dès le mois d'août, pourrait être octroyé aux vérificatrices générales et le service des finances pour que le travail commence. Donc, je vais arrêter à ce moment-là, Madame la Présidente, mais je laisserai à mon collègue Albin Zuniga-Ramos aussi aborder la question parce qu'elle a été assez gentille de m'appuyer dans ces démarches. Puis j'inviterai aussi Mme Olivier, avec qui j'ai eu des très bons échanges, et je remercie Mme Olivier,
aussi d'indiquer comment elle aussi peut contribuer à le succès de cette démarche. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Ramos. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'appuie cette motion et j'espère que l'ensemble du Conseil municipal appuiera cette motion également. C'est un enjeu de transparence assez important. Les budgets sont des documents extrêmement complexes, tout comme ceux des États financiers. Lors des campagnes électorales, les citoyens sont bombardés des promesses électorales coûteuses et beaucoup d'entre eux n'ont pas le temps de passer à travers les budgets et les autres documents financiers pour évaluer si c'est réaliste. Je me permets de citer Luc Ferrandez, chroniqueur au 98.5 et ancien membre de l'administration des projets Montréal. Une nouvelle façon de faire de la politique. On n'a pas d'argent, mais on va essayer d'en trouver. Et si on en trouve, on va essayer de remplir nos promesses. C'est une pratique politique à proscrire, en fait. Il faut donner l'heure juste aux Montréalais et démontrer que nous avons les moyens. Il ne faut pas jouer sur les mots après coup, comme on l'a fait avec l'idée des 250 policiers. Ou ce n'est qu'après l'élection que nous nous sommes rendus compte que c'était seulement 60 quand on comptait les départs à la retraite. Je parle aussi des promesses comme celle du centre sportif à Montréal-Nord, qui a été promis en campagne électorale par l'administration des projets Montréal, mais pour lesquels aucun fonds n'y est octroyé en effet, ce qui rapporte sa construction en futur indéterminé. Les Montréalais et Montréalaises méritent mieux à cet égard. En campagne, l'administration nous a critiqué, en fait, d'avoir déposé tardivement notre cadre financier, mais ça restait mieux que d'en déposer un et ne pas le respecter dès le premier budget déposé. Ça ne suffit pas de présenter des documents quand les prémices sur lesquelles nous nous basons sont défectueuses. Dans toute démocratie, ça prend des structures qui permettent aux citoyens d'avoir confiance. Et ce sont la raison d'être des instances comme le bureau de la vérificatrice générale. Et je dois me permettre de dire qu'en regardant le climat que j'ai vu ce matin dans lequel on pose des questions, mais on peut pas donner des réponses, on se fait accuser quand on pose une question, on se fait diffamer quand on pose une question, je trouve que cette motion prend une importance tout particulière. Et il faut vraiment s'accrocher aux structures démocratiques pour les protéger, en fait. C'est pour cela que dans les autres paliers de gouvernement, on a mis en place des mécanismes qui permettent aux citoyens de s'y référer et ainsi limiter les ardeurs des partis politiques quant à la propension à faire des promesses exagérées. Nous avons besoin que les finances de la ville soient validées pour une instance indépendante au préalable de l'élection. La production d'un vrai rapport préélectoral audité par la vérificatrice générale est la moindre chose. Mais nous tirerons également des bénéfices quant à l'amélioration des processus budgétaires de la ville. Ce type de mesures, comme une motion comme celle-ci, permettent en fait de rétablir la confiance des Montréalais et Montréalaises envers la politique municipale et de pouvoir mieux travailler pour défendre les intérêts des Montréalais et Montréalaises. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je vous invite à voter en faveur de cette motion. Madame Ramos, lorsque vous dites on se fait diffamer, à qui faites-vous référence? Je fais référence aux propos qui ont été amenés ce matin, en fait, où je me suis sentie diffamée par les propos de la mairesse ce matin et je voulais rapporter ça en disant que ce type on essaie de trouver un climat de travail dans lequel on peut en fait exercer nos droits démocratiques en bonne et due forme. Très bien, je comprends votre intention. Je vais vous inviter à revoir la formulation puisque le terme diffamer est considéré comme étant anti-parlementaire. Alors, je vous demande d'une part de retirer le terme et d'autre part de vous en excuser très brièvement. Je retire le terme. Est-ce que je peux reprendre mes propos? Vous pouvez reformuler. Je me suis sentie blessée, en fait, dans la façon Merci. dont ça a été exprimé ce matin. C'est noté, merci. On s'en va désolé. Madame Olivier, vous êtes invitée à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, moi aussi, je vais inviter tous les collègues à voter pour cette motion. En fait, moi, je me souviens très bien que lorsque j'ai pris ma décision de me lancer en politique, c'était justement après avoir lu le rapport préélectoral que mon prédécesseur, M. Benoît Doré, avait fait, ainsi que le programme décennal d'immobilisation qu'il proposait. Ça me permettait
de savoir un peu dans quoi je m'embarquais et de voir si vraiment c'était une direction qu'on avait envie de prendre. Alors, je me dis, si je me suis senti comme ça, il est important que l'ensemble des citoyens puissent aussi avoir la possibilité de prendre une décision éclairée qui se base sur une information qui est compréhensible. Et là-dessus, je veux remercier mon prédécesseur pour tous les efforts qu'il avait faits pour justement donner cette information-là à nos concitoyens, à nos concitoyennes, parce que ce genre de geste fait en sorte que ça renforce nos processus démocratiques et, comme le faisait remarquer Mme Zuniga-Ramos, ça devrait permettre aux partis de baser leurs promesses électorales sur une connaissance de l'état des finances publiques et de penser à des solutions concrètes pour le bien commun de nos concitoyens et de nos concitoyennes. C'est sûr que c'est sûr que l'audit ajoute encore de la crédibilité à l'exercice. Et si ça n'a pas été fait la dernière fois, comme nous l'a rappelé M. de Souza, c'est pas par mauvaise foi du tout, mais plutôt par une incompatibilité entre les méthodologies qui étaient proposées et la capacité du service à fournir les informations dans la forme où ils étaient demandés. Donc, pour nous, c'est très clair que cette motion a un intérêt parce qu'elle invite la vérificatrice générale, tant la vérificatrice générale que le service des finances, à élaborer une méthodologie commune qui va rendre l'information claire, crédible pour tous les citoyens, mais qui va aussi se baser sur les processus qui sont déjà en place pour qu'on puisse avoir un sens commun. Monsieur de Souza l'a reconnu, ce n'était ni une question de budget, ni une question de temps, mais il faut vraiment que le plus rapidement possible, que l'ensemble des parties peuvent s'entendre sur un cadre méthodologique. Eh bien, ça va nous permettre de donner le mandat et ça va permettre, au moment où la prochaine élection sera déclenchée, à l'ensemble des citoyens de disposer d'une information neutre et claire. Je pense que la question des processus budgétaires est importante de façon générale et il faut aussi souligner les efforts qui sont faits pour la rendre compréhensible pour les citoyens, pas seulement celle du rapport préélectoral, mais l'ensemble des processus budgétaires et là-dessus, on y travaille régulièrement parce que l'important, je pense, c'est que l'information soit saisie et soit comprise en plus d'être disponible. Alors, sur ce, j'inviterai l'ensemble de nos collègues du Conseil municipal à voter en faveur de cette motion qui me fait plaisir d'appuyer. Merci. Merci. Monsieur Alan de Souza, vous êtes invité à prendre parole. De ce que j'ai noté, il vous reste 2 minutes 45 secondes à votre intervention. Merci. Merci, Madame la Présidente. Mon intention est de ne pas prolonger le Conseil, mais avec la collaboration avec Mme Olivier et les services, incluant le VG, comprend bien que notre objectif est une question de résultat. Donc, ici, on entame un effort des moyennes, comme Mme Olivier a dit, pour faire parler du monde, s'entendre sur la méthodologie, mais en arrière de tout ça, nous en avons l'objectif que, avant les élections, il y aura un rapport déposé, audité, pour lequel on va tous dire oui, mission accomplie. Donc, autant qu'il y a beaucoup d'efforts qui nécessitent d'être faits dans le processus et dans la méthodologie, mais je reste convaincu que chacun de nous et chacun des services peut, dans un sens, faire des efforts nécessaires pour nous livrer le résultat. Et pour cette raison, Madame la Présidente, merci beaucoup pour votre écoute et on invite tous nos collègues d'appuyer cette motion. Merci. Merci. Alors, en l'absence d'autres interventions, notons au procès-verbal qu'en ce qui a trait à l'item 65.04 de l'ordre du jour du Conseil municipal, la motion amendée présentée par M. de Souza et appuyée de Mme Ramos, est adoptée telle qu'amendée. Madame la Présidente, Mme Dominique Olivier a aussi voulu ajouter son nom comme appuyeur et juste, si vous aurez la gentillesse d'enregistrer ça dans les procès-verbaux. Merci beaucoup, Monsieur de Souza. Alors, on note l'ajout du nom de Madame Olivier à cette motion.
Très bien. Alors, sauf erreur de ma part, monsieur le leader de la majorité, l'ordre du jour serait épuisé. Je vous demanderai de confirmer. Oui, tout à fait, Madame la Présidente. L'ordre du jour est épuisé. Très bien, merci beaucoup. Alors, je remercie l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais qui nous ont suivis lors de cette séance ordinaire du Conseil municipal. Et je tiens tout particulièrement à remercier l'équipe du greffe et l'équipe technique qui a été d'un soutien sans faille. On vous donne rendez-vous le 21 février à 13h pour la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal. D'ici là, je vous remercie, vous souhaite une très belle après-midi et à bientôt.